retrouve pour cette deuxième partie de vidéo pour parler effectivement à la fois de la question juive, hein, du problème juif, comme disaient Vichy et les nazis, et finalement de la fin, donc de ce que ça va donner finalement l'épuration donc des collaborateurs. Là, vous avez un document, donc vous voyez, c'est l'Institut des questions juives, qui est une organisation fondée par par l'État français, qui donc va être en charge de diffuser de l'antisémitisme. C'est ce qu'on a vu aussi dans le cadre du présentiel, finalement avec la vidéo que je vous avez montrée. Bon, on retrouve ça, vous voyez bien l'idée, hein, c'est qu'effectivement les juifs sont des corps étrangers, hein, on le voit bien, c'est des poux, c'est quand même là-dessus, hein, le chancre finalement c'est quelque chose qui ronge la chair à la fin, qui est un organisme étranger. On voit effectivement donc que le juif est censé être installé depuis 100 ans, et pour envier à la France. Il y a beaucoup de juifs qui sont là en France depuis beaucoup plus longtemps, hein, finalement. Hein. Beaucoup plus que des soi-disant, beaucoup plus longtemps que des soi-disant vrais Français. Bon, vous voyez pas, mais je fais des guillemets avec mes mains. Et effectivement, donc, on accuse aussi les juifs donc, de guider donc, des gens innocents, comme des enfants, vers la résistance. C'est pour ça que vous voyez l'enfant qui trace des V, ou la croix de Lorraine, l'emblème du général de Gaulle. Et effectivement, que la fameuse loi, donc le statut des juifs, qui va être publié donc en 1900, qui va être émis le 3 octobre 1940, donc très tôt hein, quand même, mais ça on va y revenir plus tard, mais pas à la demande de l'Allemagne, va permettre enfin à la France de se relever, aux Français divisés par les Juifs de se réconcilier. On voit aussi l'exemple avec l'exposition Le Juif et la France, qui a un immense succès, donc une exposition organisée à Paris. On retrouve tout ce qu'on a vu dans la propagande hitlérienne avant. Effectivement, on voit bien que c'est une propagande antisémite hein, qui va plus loin finalement que ce qu'avait pu sortir l'Allemagne. On retrouve cette haine, du physique juif, avec tous ces gros nez caricaturaux, ces mains greffues, ce côté manipulateur, ces gens qui essayent donc de pourrir finalement la race française qu'il faut expulser. Inutile de dire que bon, on précise pas de quelle manière, mais bon, l'État français se doute bien de ce qui peut arriver aux Juifs à la fin, ils s'en fichent royalement. Donc effectivement, c'est la plus grande honte finalement de l'histoire de Vichy, probablement de l'histoire entière de la France, c'est ce fameux statut des Juifs, donc du 3 octobre 1940, qui imite les lois de Nuremberg de 1935 en Allemagne, qui exclut les Juifs de la vie civique française, qui les exclut des métiers de la fonction publique, qui les exclut des métiers d'officiers, qui leur impose peu à peu donc des signes distinctifs, qui les rejette de la société. Le port de l'étoile jaune est imposé en 1942, et peu à peu donc les Juifs sont traqués, parce qu'effectivement là, je vous renvoie à ce qu'on avait fait pour le Grand 3, c'est que finalement, de 1940 à 1942-43, les Juifs sont traqués. À partir de 42, on commence effectivement à entamer la déportation d'abord des Juifs étrangers, puis finalement des Juifs français. La plus connue étant celle de la rafle du Veldiv. Veldiv, c'est pour le vélodrome d'hiver, donc le stade de vélo, où le 17 juillet 1942, on a donc 4115 enfants, 2916 femmes et seulement 1129 hommes qui vont être attraqués par la police française et donc enfermés dans le vélodrome d'hiver avant d'être transférés à Nancy et de là à Auschwitz. Pour vous donner une idée, hein, il n'y a aucun enfant qui reviendra du camp hein, sur les 4000 qui sont mentionnés. Hein. Et effectivement, donc, ça, c'est évidemment la plus grande tâche qu'on ait eue. En tout, on estime qu'il y a eu 75 000 juifs déportés donc, par Vichy et les Allemands, donc 75 000 juifs qui venaient de France, dont 25 000 citoyens juifs français. Parce qu'effectivement, là aussi, je vous renvoie sur ce qu'on a fait sur le Grand 3, sur le Grand 2, pardon, donc sur le génocide des juifs, c'est qu'effectivement, forcément, les juifs français avaient un peu plus les moyens d'être aidés. Ça en viendra hein, sur les justes qui ont aidé les France, les juifs français qui ont sauvé un petit peu l'honneur de la France, donc dans la partie sur la résistance. Évidemment, pour nous, on sait très bien que tous ces gens-là, tous ces collaborateurs, et en sachant que ces collaborateurs, il y en a de toutes sortes. On a des gens qui sont férocement donc pro-nazis. On a des gens qui se contentent juste d'être anti-républicains, antisémites,
et donc finalement qui voit de l'occasion de rétablir la France telle qu'elle devrait être, hein, finalement, en chassant la République. Pour la plupart, l'énorme majorité, y compris des gens comme Pierre Laval, qui avait été donc le Premier ministre de Maréchal Pétain, qui avait fait un nombre énorme de gouvernements donc de la Troisième République, donc c'est surtout des gens opportunistes. C'est des gens effectivement qui pensent que bah, finalement l'Allemagne va gagner la guerre. C'est ce que disait Pierre Laval, il dit qu'il souhaitait la victoire de l'Allemagne et que dans ce nouvel ordre européen, bah, effectivement, il faut bien se placer. Donc on a des gens qui se disent, il y a des petits actes de collaboration, il n'y a pas que les plus gros actes, hein, qui vont dénoncer leurs voisins juifs dans l'espoir de récupérer leur appartement ou leurs affaires, qui vont dénoncer des amis, qui vont dénoncer des gens de leur famille qui sont résistants parce qu'il y a des querelles familiales qui n'ont pas été réglées, etc., etc. Il y a plein de petits gestes de collaboration qui n'ont pas été recensés. Mais effectivement, c'est une ambiance extrêmement détestable en France et encouragée évidemment par les Allemands, qui voient avec plaisir finalement certains Français se complaient à leur vœu. Évidemment, nous on sait que bon, bah, c'était un calcul très très mauvais, puisque dès 1944, à la Libération, on a effectivement une grosse catastrophe pour tous ses collaborateurs, c'est l'épuration sauvage. En fait, on dessine l'épuration, c'est l'idée donc de purifier la France des gens qui ont collaboré. Généralement, on la divise en deux phases. On a l'épuration sauvage qui se fait donc en dehors de tout cadre légal, en dehors de tribunaux, etc. Donc c'est plutôt des, on va dire, des foules en colère, des résistants ou des non-résistants, hein, parce que bon, on verra, hein, mais bon, il y aura beaucoup de gens de ce qu'on peut appeler des résistants de la dernière heure, ou parfois même des gens qui ont collaboré effectivement, qui sentent le vent tourner et essaient de se placer dans le bon camp au dernier moment, qui vont bah, finalement donc fusiller 9000 personnes et en dehors de ces 9000 supposés collaborateurs, bon, il y avait des gens qui étaient parfaitement ignobles dans le lot, mais il y avait inévitablement des gens qui avaient beaucoup moins à se reprocher. On a aussi le fameux exemple des femmes tondues, qui donc là aussi c'est une revanche contre ce qu'on appelait poétiquement la collaboration horizontale, donc de femmes qui ont eu des relations avec des Allemands. Et évidemment là il y a tout, c'est que on va aller de femmes qui ont effectivement donc couché avec des soldats allemands et qui ont collaboré activement en donnant des renseignements, en participant à la politique allemande de collaboratrices. On a aussi beaucoup de jeunes filles qui, en l'absence d'hommes, bah, finalement, qui sont donc prisonniers, pas notamment des Allemands, vont tomber amoureuses d'Allemands qui n'ont pas grand-chose à se reprocher et qui vont effectivement bah, donc être victimes de la vindicte populaire, sans même parler de toutes celles qui sont victimes aussi de simples rumeurs. On a un village où effectivement bah, la seule fille, jeune fille tondue, c'est aussi la seule bachelière. Donc bon, on peut penser qu'il y a une grosse part de jalousie là-dedans, parce qu'elle avait même fourni un certificat de virginité pour montrer qu'elle n'avait pas pu avoir de relations sexuelles avec des Allemands. Mais là, tout ça, ces procédures d'humiliation extrêmement dures, elles vont rentrer aussi dans le cadre d'un phénomène qu'on va trouver assez régulièrement dans les années 50, c'est la reprise en main du pouvoir masculin sur les femmes après la Seconde Guerre mondiale. C'est encore peut-être plus fort en France, puisque dans leur mission traditionnelle de défenseur de la patrie, en 1940, les hommes avaient l'impression d'avoir failli, en laissant le territoire être envahi. Et on a aussi donc une épuration donc légale qui va donc juger les collaborateurs donc dans les années 40 de fin 44 à 1946 où on va avoir donc 791 condamnations à mort. Donc la plus connue étant celle du maréchal Pétain. Sauf que le maréchal Pétain, sa peine sera cumulée en enfermement à vie par le général de Gaulle qui veut éviter à tout prix d'en faire un martyr et qui veut juste dire que l'État français était une parenthèse, finalement l'initiative d'un vieux maréchal gâteux, et que ça, la France, la vraie France selon lui, elle a cessé d'exister en juillet 1940, finalement pour finalement renaître à Londres dans le même temps, et l'idée que donc l'État français ne serait qu'une anomalie dans l'histoire de la France, un truc qui n'a pas vraiment existé. Donc effectivement, dans dehors des condamnations à mort, on a aussi des peines d'indignité nationale qui sont promulguées, donc de gens qui ont collaboré, mais pas au point de mériter la mort ou la prison, mais qui ont des choix du statut de citoyen. Ils n'ont plus le droit de voter.
J'avais un ami qui était professeur d'histoire, un collègue qui me disait que quand il était assesseur, donc quand il avait une vingtaine d'années, il voyait encore des gens effectivement qui se présentaient aux élections, mais qui étaient frappés d'indignité nationale à vie et qui ne pouvaient pas voter. Donc voilà, c'est là-dessus qu'on va s'arrêter pour cette partie sur la voie de la collaboration. Comme c'est un sujet donc délicat, je vous invite à me poser des questions. Bon, par contre, contrairement à ce qu'a pu être dit, ce qui peut être dit encore par certains pseudo-historiens plutôt polémistes, la France de Vichy n'a jamais protégé les Juifs ou les Français de quoi que ce soit. Il faut être clair avec ça. C'est que la fameuse théorie où on a parfois qui a été validée parfois, qui est validée encore par l'extrême droite aujourd'hui, de dire que De Gaulle aurait été l'épée de la France et le maréchal Pétain son bouclier, elle est complètement invalidée par tous les historiens. Le maréchal Pétain et l'État français ont collaboré avec l'Allemagne plus encore qu'on leur avait demandé. Il aurait pu faire preuve de beaucoup plus d'esprit de résistance, ou au moins laisser finalement les Allemands gérer tous les aspects de la question de la déportation des Juifs, de la traque des résistants, finalement limiter au strict minimum leur participation. Peut-être que ça n'aurait pas sauvé grand monde, mais en tout cas, cette tâche donc sur l'honneur français aurait sans doute été considérablement plus faible. Donc je vous retrouverai plus tard pour la troisième et dernière sous-partie concernant la voie de la résistance. Je pense que j'essaierai de faire ça mercredi. Bon, bah, je vous souhaite, pour ceux que je ne verrai pas, une bonne semaine et je vous dis très bientôt pour qu'on se revoie donc juste avant les vacances de Noël. Merci beaucoup, au revoir.